Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci, d'être avec nous en cet après-midi. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Actualité Juive qui met Rachid à sa une cette semaine. Absolument. Et on le met en congruence avec le très beau projet qu'avait depuis quelque temps d'ailleurs notre ami Élie Korchia, le président du Consistoire de France, de remettre à l'honneur cette pensée qui est très fondatrice de l'identité juive française, il ne faut pas se leurrer, c'est le génie du judaïsme, mais c'est aussi le génie de la France, Rachid, c'est les deux, et donc nous revisitons au fond l'apport considérable à la transmission de la tradition juive de ce rabbin vigneron qui vivait, comme vous le savez, cher Steve, au XIe siècle, à Troyes, dans la capitale de la Champagne. C'est l'occasion évidemment pour nous aussi d'interviewer assez longuement le président du Consistoire central de France sur son projet, on va dire, le projet éditorial, le projet institutionnel qu'il poursuit. Est-ce qu'on peut dire que c'est le juif français le plus connu de l'histoire ? Ah oui, je pense qu'effectivement, si vous voulez, dans la tradition religieuse tout au moins, c'est le must. Rachid, c'est le must. C'est-à-dire, c'est vraiment une personnalité qu'au-delà du monde juif, dans un monde même peu cultivé, si vous voulez, sur le judaïsme, on connaît. Les responsables publics le connaissent. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, avait gratifié de sa visite un dîner du CRIF mémorable quand il était président. Il s'était trompé, c'était pas méchant, c'était charmant. Il s'était trompé sur la prononciation. Il avait dit Raki, mais effectivement, pour lui, qui n'est pas spécialement versé dans le judaïsme, naturellement, comme nous pouvons l'être, vous et moi, mais c'est une référence absolument cardinale. Et c'est une référence aussi, si vous voulez, qui nous parle de la manière dont l'identité juive est fondée sur la transmission, j'allais dire, transhistorique, par-delà les époques. Pourquoi ? Parce que, au fond, au cœur de la pensée de Rachid, de son travail, il y a cette conception réflexive et dialogique de l'identité juive. Dialogique de l'identité juive. Or, c'est intéressant pour nous qui réfléchissons au fond aujourd'hui à l'essence de la nation française. Cette conception-là, il se trouve qu'elle rejoint aussi le meilleur de la France. Le meilleur de la France, c'est la République, bien sûr, comme on le dit souvent, mais c'est surtout l'idée que le doute est au fondement de l'identité française. Pas le doute sur soi, mais le doute méthodique. Vous voyez, il suffit de penser à Descartes, par exemple. Le doute méthodique. Or, dans le questionnement talmudique, que Rachid a porté un maximum d'efficience et de génialité, bien sûr qu'il y a le doute. Il y a l'interrogation infinie. C'est une interrogation infinie, c'est le pile-poule, en quelque sorte. Et donc, Rachid, c'est vrai, il est ça. Et puis, il est aussi le réinventeur d'un lien très étroit entre le français et l'hébreu. Pour des raisons très simples, c'est qu'il a translittéré en hébreu un certain nombre de mots français du champenois, du français champenois. De Rachid qu'on retrouve exactement dans l'époque. Alors ça, c'est très très beau parce que c'est peu connu, ça pour le coup. C'est peu connu. C'est très très beau cette dimension-là au fond de l'œuvre. C'est l'une des sources de référence aujourd'hui pour les chercheurs en linguistique sur les origines du français, etc. Ils vont consulter les glosses de Rachid pour voir quels étaient les mots usités alors dans le français, la langue d'oïl, disons, de la Champagne de cette époque. Un mot également sur Bernard-Henri Lévy, qui est l'un des sujets qui est abordé pour son documentaire sur l'Ukraine. Alors c'est un très beau documentaire. Moi, je l'ai vu, j'en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière. Hélène Schumann l'a vu entre-temps. On est très enthousiaste aussi de cette voix qui est aujourd'hui très précieuse. C'est pas une voix de journaliste, simplement. Il l'est en partie, bien sûr. Il va sur le terrain, etc. Mais c'est vraiment l'intellectuel engagé. Il a eu accès, d'ailleurs, on le voit bien, par ses connexions personnelles avec Zelensky. Il a eu accès à un certain nombre le président ukrainien, il a eu accès à un certain nombre de théâtres d'opération qui jusqu'ici ne sont pas montrés au commun des journalistes. Donc ça fait tout le sel de ce documentaire qui s'appelle « Pourquoi l'Ukraine ?», sur le modèle d'ailleurs du titre que Lanzmann avait choisi pour son beau documentaire sur Israël, qui était « Pourquoi Israël ?». Il faut absolument le voir et les gens peuvent le revoir régulièrement en replay sur le site de la chaîne Arte. Un dernier mot, Alexis, sur cet accord entre l'Union européenne et Israël à propos du gaz et de ces tensions énergétiques qui domine actuellement le dossier ukrainien notamment. Et exactement, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe cherche aujourd'hui des moyens de rompre ou en tout cas d'atténuer sa dépendance, on va dire ancienne, vis-à-vis du gaz russe. Et au fond, là, Israël entre dans le jeu au bon moment pour se proposer comme une alternative à cette dépendance énergétique. Les Européens ont raison, d'ailleurs, pour l'instant, il n'est pas souhaitable, tant que la guerre est menée contre les populations ukrainiennes,
d'être dépendant de la Russie de Poutine. Cela ne veut pas dire que les affaires ne reprendront pas éventuellement après, mais dans l'immédiat, effectivement, c'est Il faut diversifier ses fournisseurs. Bien sûr, et c'est une décision tout à fait légitime et qu'on ne peut que soutenir ici à Radio J. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été Merci avec beaucoup, nous. Steve. Le dernier numéro d'Actualité Juive est à retrouver en kiosque et sur abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis, Merci à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.